Bonjour Dominique, Bonjour. merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui Plaisir. on est à Grenoble. On est exactement où? À Grenoble École de Management, Ok. Qui représente? qui représente la sixième école de management française dans les classements depuis une dizaine d'années, si je rentre par ce côté-là, qui sera un point intéressant. En tout cas, une belle école, une école qui fonctionne bien, certainement qui est arrivée dans la zone qui représente ses qualités, que je pourrais caler comme étant des qualités principalement d'innovation et d'ouverture. Pas parce qu'innovation est très récent, mais je pense vraiment qu'on est à Grenoble dans une zone, dans un pôle technologique très très innovant, depuis maintenant très longtemps, depuis 20, 25 ans, 30 ans, et que l'école a aussi cette graine-là en fait. D'accord. Une école qui a permis d'ouvrir des choses. Donc voilà où on est. Et toi Dominique, qui es-tu? Des gens j'imagine ne te connaissent pas, tu fais beaucoup de conférences, Oui, mais il y a sûrement des gens qui ne te connaissent pas. waouh, qui je suis? Je suis quelqu'un qui a un parcours très particulier, qui ne savait pas jusqu'à il y a 20 ans qu'une école de management existait, euh, qui est arrivé au bonheur, si on prend ce thème-là, je pourrais presque le dire par rebond, par effet de vie en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même si les gens à un moment donné aiment bien créer un fil directeur qui semble intelligent sur pourquoi on en arrive là, moi mon impression c'est juste d'être un être sensible qui rebondit et puis qui tout doucement tente des choses parce qu'il a des besoins ou des peurs ou des inquiétudes. Moi je sais que j'ai été beaucoup guidé en fait par deux choses. La première c'est d'avoir un père qui était très religieux, qui avait avant de rencontrer ma mère des intentions de devenir prêtre, qui du coup m'a beaucoup emmené dans ce domaine-là, mais qui m'a aussi beaucoup emmené dans des domaines proches mais à un autre endroit, puisque quand j'étais adolescent, aller à la messe devenait compliqué, juste par réaction. Donc je me suis mis à lire des choses autour du bouddhisme et du taoïsme, ce qui m'a amené à faire mes premières études au Langzhou à Paris en langue et civilisation chinoise. Ensuite j'ai basculé... quand je dis que j'ai basculé, c'est là où avant de continuer sur mon parcours qui peut paraître incroyable et choisi, les choses ne sont pas vraiment choisies. Je vais leur dire comme ça, c'est vraiment plus des sensibilités intérieures, souvent guidées par de quoi j'ai besoin vraiment. Et ça aussi, c'est pas forcément complètement intelligent, c'est plus les tripes qui parlent et qui disent waouh, là il y a un truc qui va pas, faut qu'il y ait un truc qui bouge, quoi. Et si je prends l'exemple des Langzhou, qui était un lieu qui pour moi était de rêve, enfin, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais beaucoup. Mon idée de départ était de devenir ethnologue et si possible sinologue. Ben, j'avais 17 ans, je venais de la campagne et je me suis retrouvé à Paris et ça a été juste une catastrophe de vie, quoi. J'étais dans un monde que je ne connaissais pas, je venais d'endroits où il y avait des oiseaux, où il n'y avait pas de bruit, je me retrouvais avec des gens qui étaient dans des modes, dans des cultures, qui avaient des moyens que j'avais pas et ça a été, j'ai passé un an à Paris, donc j'ai validé mon année, puis je suis retourné de là où je venais, où j'ai fait ensuite une fac des sports, combinée avec une fac de psycho, avec une spécialisation dont l'intitulé était un peu long, mais en gros ça parlait de régulation du comportement. Ça, c'était intéressant pour moi parce que je faisais du sport à un bon niveau et l'idée de cette formation, c'était d'accompagner des gens qui étaient handicapés. Moi, je m'étais spécialisé sur les handicaps physiques, principalement des jeunes entre 20 et 30 ans qui étaient accidentés de la route, qui étaient paraplégiques ou tétraplégiques, et ils venaient travailler avec moi, en tout cas dans mes études, hein, j'étais étudiant, je n'ai jamais travaillé en tant que professionnel. Moi, je les avais au moment où on leur apprenait qu'ils ne marcheraient plus, donc dans un moment qui était très très rude pour eux. Et plus tard, je vais comprendre que ça a été très fort pour moi ce moment-là sur la compréhension de l'importance d'intégrer ses fragilités et ses sensibilités. Vraiment voir qu'on est vulnérable, même si on est très puissant de l'autre côté, et que cette vulnérabilité-là a tout intérêt à être touchée, à venir au contact, mais en grande douceur en fait. J'ai travaillé avec une équipe de France paralympique à cette époque-là, qui s'occupait des escrimeurs. Il y avait à Nancy, j'étais étudiant à Nancy, il y avait tout un ensemble d'escrimeurs dans ces rats paralympiques qui préparaient des jeux. Et comme j'étais sportif, c'est comme ça que je me suis tout doucement rapproché du monde du sport de haut niveau. Ces gens m'ont amené à quelque chose qui reviendra un petit peu plus tard, qui a été d'accompagner des équipes de France pour les Jeux. Mais ça arrivera un peu après, puisque c'est à ce moment-là que j'ai décidé de travailler sur des liens qu'il y avait entre stress, fragilité, vulnérabilité et performance. Comment on peut réussir à combiner les deux. Pour une chose qui était assez drôle, même si vu de l'extérieur, c'est jamais comme ça qu'on les présente. Mais finalement, même aujourd'hui, avec tout ce recul que je peux avoir, si je parle de sportifs de haut niveau, qu'ils soient handicapés ou non, si je parle de grands patrons, si je parle d'étudiants dans des grandes écoles, finalement, je trouve là une population qu'on présente toujours sur des aspects très très puissants, et dont je pourrais dire que ce sont des gens très très fragiles, avec beaucoup beaucoup de sensibilité, et qui vivent finalement beaucoup de souffrance parce qu'on leur interdit de basculer sur ce côté de sensibilité ou d'en faire quelque chose.
le début, la travail avec handicapé, ça a été très important pour moi. Je crois pour une chose majeure, encore une fois, je vais le redire avec ce geste-là, c'est que c'est venu me toucher à cet endroit-là. Comme si ça venait dire, t'as le droit. Voilà. En fait, t'as le droit d'être sensible, t'as le droit d'être vulnérable. Alors je ne l'ai pas perçu tout de suite, mais ça a commencé à toucher ça. Là, il y a eu un virage assez particulier. Je devais faire ma thèse à cette époque-là, et puis pour des tas de raisons, peut-être qu'aujourd'hui, la plus prégnante, c'était ne pas vouloir faire une thèse de doctorat uniquement à partir d'une revue de littérature. Je ne suis pas quelqu'un qui, je me sens pas particulièrement un académique au sens propre du terme. Je ne me sens pas dans une vie dont l'objet c'est de faire de la recherche. J'honore la recherche, j'ai besoin de la recherche. Je suis très heureux de diriger un lieu de recherche dans lequel des chercheurs sont bien plus puissants que moi à faire des travaux de recherche. Je me sens beaucoup plus moi dans un système d'inspiration, dans un système de pionniers, de défricheurs qui tirent et qui permet à ces chercheurs de trouver un espace dans lequel ils vont pouvoir aller sur des terrains qu'on ne leur ouvre pas habituellement. Et donc je vais basculer dans cette idée de faire une thèse à partir d'une expérience personnelle, et cette expérience personnelle va être de rentrer dans la marine pour être pilote de chasse pendant 7 ans. Donc je vais rejoindre la marine nationale, et je vais faire mon parcours de pilote de chasse, avec la formation qui dure un peu moins de 3 ans, et arrivé à 4 ans, 4 ans et demi, je pense, j'ai eu un problème de colonne vertébrale qui m'a exclu des sièges éjectables. On a beaucoup de contrôles médicaux dans ce métier-là. J'ai pas pu continuer pour cette raison-là. J'ai terminé mes 2 ans de marine et puis c'est devenu l'opportunité qui était présente, qui était de dire bon ben maintenant la thèse je la reprends. Et mon idée était de reprendre ma thèse sur stress, vulnérabilité et métiers à risque ou métiers à haute performance. C'est comme ça que je suis arrivé à Grenoble, parce que le centre de recherche de santé des armées était là. J'avais obtenu de manière officieuse un budget du ministère de la Défense pour faire ma thèse sur ces thèmes-là. Et puis arrivé à Grenoble, au bout de 6 mois, je me suis installé en professionnel libéral pour recevoir ce budget. Le plan Armée 2000 est sorti par M. Jospin, et dans ce plan Armée 2000, tout un ensemble du budget du ministère de la Défense ont disparu, dont le budget qui devait m'être alloué. Et c'est comme ça que j'ai rejoint cette école, parce que j'étais ici ne connaissant personne, pas de travail, pas d'emploi, pas de chômage, rien. Et je suis arrivé dans cette école en disant, ben voilà, moi j'ai une formation plutôt psy, en étant sportif, en étant pilote de chasse, et j'avais travaillé, j'ai oublié quelque chose, c'est un peu complexe. Je travaillais pendant 2 ans pour l'aviation civile sur les problèmes d'accidents aériens, sur les aspects humains dans les vols, puisque j'étais à la fois pilote professionnel et j'avais cette compétence théorique-là. Et j'ai proposé de faire un cours sur la gestion du stress au travail. Ce qui est assez particulier parce qu'on s'en rend plus compte aujourd'hui, là en 2015, mais on est en 97. Et 97, c'est la préhistoire des aspects humains de travail. Hein. Quand je parle de gestion du stress à l'époque, personne ne veut en entendre parler. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que c'est une école assez incroyable pour ça. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y en aurait eu une autre qui m'aurait ouvert les portes pour accepter de tenter quelque chose. Et puis j'ai fait un premier cours optionnel, il y avait 25 étudiants, et l'année d'après, il y avait 250 inscrits. Et là, l'école s'est dit, bah, ok, s'il se passe un truc comme ça, allons-y, tentons des choses. Voilà, j'ai développé tout un ensemble de choses dans cette école, dont l'aspect principal, je vais le restreindre autour d'un combat qui est toujours chez moi aujourd'hui, de cette idée de il faut arrêter de former les managers comme on les forme. On a besoin aujourd'hui, même si les entreprises continuent à réclamer, puisque souvent les cursus des écoles comme celle-ci sont construits à partir des demandes d'entreprise, mais en même temps, je vois bien dans la chaire qu'on dirige dans les entreprises qui sont partenaires avec nous, que ces entreprises commencent à dire maintenant, mais on a besoin d'autres types de managers. Et d'autres types de managers voulant dire des gens qui sont aptes au bonheur, qui sont aptes à la bienveillance, et qui ont compris que le but de l'entreprise, c'est pas seulement de faire de l'argent comme une fin en soi, et ça c'est le but qu'on a donné à notre chaire, mais que le but de l'entreprise c'est de s'inscrire dans une société et pouvoir contribuer à cette société du mieux qu'elle peut, d'un point de vue individuel, culturel, social. Et que pour pouvoir faire ça, ben, elle a besoin d'être pérenne économiquement, ça c'est une évidence. Je ne suis pas du tout en train de parler d'une entreprise qui disparaîtrait au profit de la personne, au contraire. Je reste même persuadé que pour avoir une paix sociale, on a besoin d'avoir une paix économique solide. Simplement, notre positionnement à nous, c'est de dire si on veut de la paix économique, eh ben, on a besoin d'avoir des gens heureux. Puisqu'il y a une petite phrase qui me titille toujours beaucoup, surtout en tant qu'ancien militaire, qui est la phrase qui veut la paix prépare la guerre. Et la chose dont je suis sûr, c'est que j'ai préparé la guerre pendant un certain nombre d'années, et que la seule chose à laquelle j'étais prêt, c'était faire la guerre, c'était pas faire la paix. Et ce qu'on tente de promouvoir nous aujourd'hui, c'est qui veut la paix prépare la paix. Théodore Monod disait ça, je sais que des religieux disaient déjà ça avant, mais je suis intimement persuadé de ça. Est-ce que tu as été amené à réfléchir dans ton parcours au bonheur? Oui,
Il y a même tout un temps ici dans l'école où c'était l'axe majeur sur lequel je m'étais focalisé, avec un discours qui était vraiment d'un besoin qui me semblait essentiel de pouvoir réfléchir au bonheur et de pouvoir voir comment on réintégrait le bonheur dans ce qui est notre vie quotidienne. Certainement que le déclencheur, c'était les étudiants de cette école. En fait, un des services que j'ai développé dans l'école est un service d'accompagnement, dont l'objet était dans mon point de départ, c'est-à-dire comment on fait pour permettre aux étudiants d'être de futurs managers plus aptes à gérer les aspects humains, en intégrant tout ce que je disais avant, c'est-à-dire pas en faisant des super-héros, mais en faisant des gens qui comprennent qu'ils ont une tête, mais qu'ils ont aussi un cœur, des humains, et que le trajet de la tête au cœur est parfois bien long à comprendre, surtout quand celle-ci est bien câblée. Et donc ce service avait comme propos de délivrer tout un ensemble de moyens, de techniques, de conférences, d'ateliers, d'entretiens individuels pour accompagner les étudiants, plus tard parce que le personnel administratif l'a demandé pour accompagner le personnel administratif, plus tard parce que le corps professoral l'a demandé pour accompagner le corps professoral. Et l'idée donc c'était d'avoir un système assez ouvert qui dégageait de nouveaux espaces de liberté et dont le projet était vraiment transformer la vision pédagogique de l'école pour aller vers des étudiants plus aptes au bonheur, si je reviens sur ce thème-là. Et le thème là est vraiment devenu pendant très très longtemps, pour moi, et a vraiment été centré sur la notion de bonheur. Ensuite, il s'est un peu équilibré avec d'autres thèmes qui sont apparus. La liberté est apparue, parce que dans le bonheur, je me suis rendu compte en venant dans le monde du travail qu'il y avait une aptitude au bonheur qui était forte et qu'il y avait des résistances qui étaient très grandes. Et finalement, la question qui m'est apparue, c'est la question du comment. Comment est-ce que je peux, à un moment donné, permettre à quelqu'un, ou comment est-ce que je peux, en tant que personne, aller vers le bonheur? Et dans ce comment, j'ai vu un biais qui était le biais du paradis perdu, sur lequel on est tous construits, en tant que judéo-chrétien en tout cas, même si je pense que ça va maintenant bien plus large que pour les judéo-chrétiens, du paradis perdu qui revenait à dire à chaque fois que je parlais de bonheur dans un lieu comme celui-ci ou dans les entreprises, avec à la fois des gens qui me disaient « je vous comprends, j'ai envie de ça, mais c'est juste inatteignable, on n'y arrivera jamais, et nous on est dans un monde difficile ». Soit avec quoi j'étais en désaccord, parce que si on n'y arrivera jamais voulait dire c'est un espèce d'idéal visé qui semble croire que le bonheur c'est très très loin, et ça reviendrait à dire que je ne suis en bonheur que quand tout va bien, et que le bonheur que j'imaginais moi ne disait pas je suis en bonheur quand tout va bien, il disait, et c'est ce que je dis aujourd'hui pour la paix, est-ce que je peux prendre le bonheur comme socle de départ? Est-ce que je peux, dans mes premiers pas de la journée, faire ce premier pas qui est sûrement le plus difficile, qui serait celui de sortir du lit, et quand je me rends compte que je sors de mon lit en me disant « Ouh là là, j'ai pas envie d'y aller », pouvoir prendre conscience de ça, et avoir à côté quelque chose de rechange qui est tout aussi puissant parce que ça va me booster un peu plus, qui va être de trouver des lieux, des sensibilités, des pensées, des envies, des actions, des moteurs, qui eux vont dire « Waouh, incroyable, je me lève et on me donne la chance de pouvoir aller travailler sur le bonheur », si je prenais mon exemple. Et c'est comme ça que tout doucement, le bonheur est toujours présent dans les travaux qu'on fait ici, dans ce qui m'intéresse, dans les impulsions que je tente de donner. Il fait vraiment partie des grands axes sur lesquels on est. Par contre, il est certainement plus devenu dans mon discours quelque chose qui est de l'ordre d'une conséquence qui prend une forme particulière en termes de chemin et qui prend une forme particulière en termes de fondation. En fait, je vais accoler deux choses là, que serait cette histoire de paix économique sur laquelle on travaille ici, pour laquelle je dis la même chose. Je vais le caler avec le bonheur, qui serait de pouvoir dire aux gens, et si je regardais le bonheur non pas comme un paradis perdu tellement difficile à atteindre, parce qu'il semblerait sous-entendre que je ne serai heureux que quand tout va bien, ce qui me semble être une erreur, que je ne l'atteindrai jamais, ce qui est certainement le meilleur moyen de ne jamais faire effort pour y aller, d'ailleurs. Si au lieu de le voir comme ça, je le voyais comme une intention particulière, une intention qui dirait simplement au matin, j'ai le droit d'être heureux, et aujourd'hui, le seul engagement que je prends, c'est tenter de mettre en œuvre des actions qui vont me permettre d'aller vers quelque chose qui me rendra plus heureux. Et peut-être bien, on en parlera sûrement après, que dans le me rendre plus heureux, l'une des actions premières, ça va être de rentrer dans une générosité, dans un don vis-à-vis de l'autre, puisque c'est un des meilleurs moteurs pour pouvoir être heureux. Donc cette intention est très forte, elle est fragile, elle demande certainement de dessiner des chemins différents. Là, on est dans un travail de développement personnel qui me semble important, puisque le chemin différent, ça reviendra à dire quelle est la route que je veux prendre, moi, pour pouvoir aller vers quelque chose qui est de l'ordre de mon bonheur. Donc il y a sûrement tout un travail de connaissance de soi, de développement personnel. Qu'est-ce qui, chez moi,
éveille de l'intensité, qu'est-ce qui chez moi éveille de la motricité, qu'est-ce qui chez moi éveille de l'envie, qui va me permettre à un moment donné de me conduire vers des choses qui me rendront heureux. Encore une fois, quelque chose qui est là plus concret dans mon problème du comment au départ, mais qui prend du temps, qui demande un accompagnement, qui peut prendre des années. Et puis enfin un endroit qui me paraissait beaucoup plus simple, qui est toujours le mien aujourd'hui, qui est celui du socle de départ que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire de finalement, plutôt que se piéger dans des difficultés parce que ça serait un paradis perdu ou un chemin trop compliqué, de rester à des choses très très simples, très très faciles, très très douces. Je me lève le matin et plutôt que porter mon attention sur ce qui ne va pas, me dire waouh, incroyable, il fait beau, je suis dans une ville merveilleuse, j'ai la montagne en face de moi qui est éclairée par le soleil, elle est encore pleine de neige. Est-ce que je peux juste le temps, de quelques secondes, bénéficier de ça, apprécier ça, goûter et me donner ce petit espace de bonheur qui ensuite va me permettre d'aller au-delà. Alors, deux choses, comment les étudiants l'intègrent tout ça? Comment ils le reçoivent ou comment ils l'intègrent? Comment ils le reçoivent et comment ils l'intègrent? Sur le comment ils le reçoivent, c'est extraordinaire. Je pense qu'on est dans la tranche de vie de 18 à 23, 24 ans où les idéalismes sont les plus forts. Et donc commencer à leur parler de bonheur, le point de départ est souvent celui-là, des gros yeux, en disant de quoi il nous parle là, de quoi il nous cause. Il y a un truc qui ne va pas, c'est pas tout à fait aligné comme ça. Et très très vite, ça bascule sur du sourire. Très vite, ça bascule sur du sourire avec des feedbacks qui viennent, mais pourquoi on ne nous a jamais parlé de ça avant? Parce que mon fantasme est très simple, hein, je suis dans une école supérieure, c'est-à-dire dans un fin de parcours scolaire, fin de parcours d'éducation. Ma plus grande tristesse, c'est de ne pas être instituteur en maternelle. Parce que c'est là-bas que devrait démarrer notre éducation au bonheur. Si elle ne démarre pas là-bas, il y a un exemple que j'ai encore pris hier dans une conférence, mais parce qu'il a été tellement percutant, et certainement qu'il a eu un effet chez moi important. Il y a 22 ans, mon fils aîné est à l'école maternelle, on est début septembre à l'école maternelle et 22 ans, et j'entends une maman enguirlander la directrice d'école de maternelle, et l'école de maternelle lui dit « Mais pourquoi vous énervez comme ça? Parce que votre fille n'a pas sauté la moyenne section. » Et la mère la regarde en lui disant « Mais parce que si elle avait sauté la moyenne section, elle aurait déjà gagné un an. » Et cette expérience-là, on est 22 ans après, je la diffuse à chaque fois que je peux en parler, elle est pour moi incroyable, mais extraordinaire d'explication. On est dans une culture qui met tellement la pression sur des parents qui, la plupart du temps, sont pleins de bonne volonté. C'est-à-dire que cette maman, j'ai pas grand-chose à juger contre elle. Tout ce qu'elle tentait de faire, c'était de résoudre en elle ce qui semblait être le plus efficace pour qu'un jour sa fille ait une chance d'avoir une seule chose, c'est trouver du bonheur. C'était certainement ça l'intention de cette maman. Par contre, ce qu'elle était en train de provoquer, et sa fille qui l'entendait à côté, je peux imaginer une petite fille, on est en quoi quand on est en moyenne section, on doit avoir 4 ans, 5 ans, sa fille qui était à côté, qui était en train de recevoir un message de si je veux être heureuse, eh bien j'ai intérêt à pouvoir sauter des classes, à être performante, à être efficace, c'est quelque chose qui me paraît hallucinant. Donc le comment ils le reçoivent, c'est très très fort. Je vais encore prendre une anecdote qui pour moi est super marquante, c'est très récente. On est au mois de décembre dernier, je termine un cours sur le bien-être au travail et la gestion du stress au travail, les deux combinés. Les étudiants doivent faire un exposé très court en choisissant un thème qui les intéresse autour de ces deux concepts-là. L'un d'entre eux ne va pas du tout se manifester pendant tout le cours. Et le dernier cours, il va se lever, il va dire aujourd'hui, je vais vous faire ma présentation que je n'ai absolument pas présentée. Mais je l'ai préparée, pardon. Je l'ai volontairement pas préparée parce que je sais très bien de quoi je veux vous parler et je voudrais pouvoir en parler à partir d'ici sans du tout avoir intellectualisé la chose. Il va venir au tableau et il va écrire au tableau excellence, performance, numéro 1, écraser, gagner, combattre, réussir. Là, il se retourne, il nous dit voilà, je vais vous parler de tout ça, mais j'ai encore une phrase à écrire en dessous. Alors, désolé, je vais juste reprendre ces mots. Et il va écrire en dessous vous me faites chier. Et tout son discours va être mais j'ai 22 ans et je viens de passer la majorité de mon temps de vie à me faire écrabouiller par tous ces mots, à tel point qu'aujourd'hui, à 22 ans, arrivé dans la dernière année de cette école, je n'ai aucune idée de qui je suis et je ne sais pas ce que je veux faire. Incroyable. C'est pour moi ces deux exemples qui sont à l'opposé l'un de l'autre, début de scolarité, fin de scolarité, sont le schéma même du pourquoi l'importance du bonheur. Ouais, le schéma même de ces éléments-là. Parce que maintenant, je pourrais prendre d'autres exemples un peu plus loin, de gens que je coach, de dirigeants que je coach, qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et je retrouve le même problème, systématiquement le même problème. Avec des fois des croyances qui ne sont pas perçues,
mais qui sont des croyances que je pourrais résumer en étant « je n'ai pas droit au bonheur » en fait. Ce à quoi j'ai droit, c'est à la souffrance, à l'effort, à la réussite, avec un espoir de bonheur. Alors j'ai peut-être une autre, c'est pas une anecdote cette fois-ci, mais c'est un exemple que je prends souvent. Je le prends souvent quand chaque année ici on a une journée des parents qui accueille les parents quelques jours avant la rentrée. Et je leur dis l'anecdote suivante. Je leur dis, souvenez-vous, quand vous étiez à l'école maternelle, vous avez trouvé ça sympa pendant quelques temps, c'était joyeux, c'était rigolo, puis tout d'un coup on vous a dit, maintenant c'est un peu dur, il faut que tu t'accroches. Et puis ne t'inquiète pas, quand tu passeras à l'école primaire, tu verras, ça sera bien, là tu seras heureux. Puis là vous êtes passé à l'école primaire. Le CP c'était pas trop mal, CE1 ça allait encore, puis à partir de CM1, on vous a dit, écoute, fais tes devoirs, fais des efforts, accroche-toi, tu verras quand tu seras au collège, ça sera la grande école, ça sera vraiment super. Donc là vous êtes arrivé en 6e, les gens arrivent en 6e, c'est plutôt sympa, c'est nouveau, il y a des cours différents, on a des profs différents. 5e, toujours pareil, mais ça accroche un peu. Arrivé 4e, 3e, là les parents repartent dans un discours, tu sais, en fait, tu vas voir, si tu t'accroches bien, quand tu vas arriver au lycée, ça va être extraordinaire. Et puis là, la personne arrive au lycée, je vais accélérer ma parole un tout petit peu, parce que vous voyez où je veux en venir. J'arrive au lycée, et on finit par me redire, accroche-toi, tu verras quand tu auras ton bac. Là, c'est extraordinaire, vraiment, et le bonheur va démarrer à ce moment-là. Et généralement, la majorité d'entre nous, ce qu'on constate, c'est que le bonheur du bac, c'est à peu près cette durée-là. Parce que dans l'instant d'après, le message du parent, c'est maintenant tu as le bac, n'attrape pas trop la grosse tête, il faut que tu prépares tes concours, que tu as une université, que tu as un diplôme, et tu verras, quand tu auras un métier, là, ça va être le bonheur, tu vas être indépendant, tu auras de l'argent. Donc ici, on les a dans ce moment-là, et puis quand ils arrivent en fin de 3e année, ils commencent à paniquer en disant, oh là là, maintenant j'ai intérêt à être heureux, avoir le bon costume, le bon salaire qui représente le bonheur qu'on m'a proposé, qu'on m'a prévu. Donc ils arrivent en entreprise, mais là on leur dit, maintenant tu as une période d'essai. Accroche-toi dans ta période d'essai, parce que si vraiment tu veux avoir un poste intéressant et être heureux dans ta vie, il va falloir que tu donnes beaucoup dans ta période d'essai. Donc ils s'accrochent dans la période d'essai, et puis ils ont enfin leur job. Et là on leur dit, tu sais, la vie c'est dur, il va falloir que tu prennes des projets, que tu fasses tes preuves, et dans quelques années, quand tu auras fait tes preuves, tu auras un métier de manager intéressant. Je vais arrêter là parce que la dernière phrase, elle est très très simple, c'est que tout à coup, je coach des gens qui ont 50, 55, 58, 60, et là, ces gens me disent quoi? Ils me disent, de toute façon, encore quelques années, je serai à la retraite, et là, enfin, je vais être heureux. Et ça, pour moi, c'est une catastrophe. C'est clair. Tu mets le doigt sur une chose, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, on a pour objectif de créer une école, justement, de la maternelle jusqu'au bac, ce que j'appelle moi une école alternative. Donc c'est très inspiré des mouvements qui existent depuis une quarantaine d'années, comme Montessori, Steiner et Freinet, parce que mon constat, il est unanime, tout part de l'éducation. Ah, c'est une évidence, pour moi aussi. Si on veut tout changer, si on veut vraiment un monde meilleur, il faut réinventer l'éducation. Et l'éducation nationale, elle est dépassée. Montessori, Steiner et Freinet, pour moi, ils sont dépassés, ils n'ont pas su évoluer avec le temps, donc il faut proposer quelque chose de nouveau. Donc évidemment, oui, j'imagine que tu peux être que d'accord avec ça. Je ne suis resté dans cette école que pour cette raison-là. Au bout de 2 ans, j'ai voulu la quitter. J'ai mis du temps à me remettre en phase en me disant non, on reste, et je suis resté pour cette raison-là. Parce que j'avais en face de moi des jeunes qui sont fabuleux, intelligents, intéressants, pleins d'envie, de projets, et qui tout à coup se faisaient mettre dans une contrition incroyable parce que l'exemple de cet étudiant de fin décembre, en me disant mais je ne peux pas me sortir de ça. J'en suis persuadé, j'ai un projet très similaire, on se retrouvera peut-être à un moment donné là-dessus, j'ai un projet très similaire de pouvoir créer un lieu d'éducation pour des managers ou des jeunes managers dans lequel j'aimerais qu'il y ait une formation au management à l'issue des écoles d'ingénieurs et de management, puisque les écoles d'ingénieurs sont au même endroit que nous, hein. Avec nous dans la chaire, il y a des ingénieurs, ils nous racontent la même chose, hein. J'ai un ami qui dit la chose suivante sur les écoles d'ingénieurs, il dit en fait en école d'ingénieur on m'apprend à mettre des indicateurs au vert. Et quand j'arrive en entreprise, la seule chose que je sais bien faire c'est mettre des indicateurs au vert. Par contre je ne sais pas regarder la réalité. Tout ce que je sais c'est que le jour où j'ai des révisions ou de sites avec mon patron, il faut que les indicateurs soient au vert, même si la vie ne dit pas ça du tout. Donc l'ambition elle est à cet endroit-là, et le point qui est très en lien avec ce que tu dis, c'est que cet endroit-là, pour moi, ne pourra fonctionner que si en parallèle de cet endroit-là, je mets des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qui vont venir les bousculer, en leur disant « Mais attendez, on ne comprend pas, monsieur, pourquoi vous dites ça ?» On ne comprend pas. Donc l'idée dans les entreprises, c'était de rencontrer des entreprises qui sont venues à nous pour la chaire, ou avec lesquelles j'ai partagé parce que j'avais des liens avec les dirigeants, et très vite de voir ces gens nous dire « On est très heureux que vous existiez, parce qu'on va enfin pouvoir dire ce dont on est convaincu. » Ça a été la toute première découverte, en fait, de me retrouver... Le point de départ de cette chaire est assez marrant, en fait. Le projet existait depuis 1 an ou 2 par des discussions avec des collègues.
Un jour, un dirigeant de Grenoble m'appelle en me disant « Je viens de lire un de vos livres sur le bien-être au travail, est-ce qu'on peut se voir une demi-heure ?» Et puis on va discuter 4 heures. 4 heures pourquoi? Parce que le discours va s'emballer, et qu'au bout de 4 heures, il va me dire « Écoutez, c'est incroyable, c'est la première fois que dans mon bureau, je me sens l'autorisation de parler de tout ça avec quelqu'un. Merci pour ça. » Ce qui pour moi a été une vraie découverte, a été de me dire bon sang, mais le premier lieu et le premier intérêt de cette chaire, c'est ça. C'est de faire que des gens qui sont convaincus, qui ont de l'énergie, qui font des efforts pour que ça aille dans ce sens-là, aient un lieu qui va leur permettre de catalyser tout ça et de pouvoir commencer à le lancer. Et les autres entreprises qui nous ont rejoints se sont retrouvées au même endroit. Et c'est ça qui m'a fait conclure, maintenant on arrive presque à 3 ans d'existence de cette chaire, qui me fait conclure à un truc incroyable et totalement naïf, qui est, c'est affolant, au bon sens du terme, le nombre de personnes bien qu'il y a sur cette planète et qui a envie de faire de belles choses, qui a envie de vivre correctement, qui a envie de partager, qui a envie d'entendre des messages qui lui disent qu'en fait si on a survécu c'est parce qu'on a su être ensemble, partager, donner, et certainement pas parce qu'on a combattu. Et ça c'est certainement le plus bel apport de cette chaire, bien au-delà des papiers de recherche qu'elle est capable de faire. Même si les papiers de recherche ont une importance, et c'est le fondement de son existence, mais ce constat-là, qui fait que dans quelques semaines, dans 3 semaines, on organise une conférence avec Mathieu Ricard dont l'intitulé est Altruisme et paix économique, de nouvelles valeurs pour l'entreprise. Quand il y a 5 ans j'ai parlé de paix économique ici la première fois, c'était une révolution incroyable, c'était impossible de parler de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle dit cette paix économique? Elle dit la même chose que je disais tout à l'heure pour le travail. Elle dit nous n'avons pas l'intention d'inventer un nouveau modèle qui fera que tout à coup la vie sera en paix. Ça reviendrait à réduire la vie, et j'ai aucune intention de réduire la vie. Au contraire, ce qu'on a envie, c'est peut-on prendre une nouvelle intention? Et si je prends une direction dans mon entreprise, est-ce que je peux prendre une direction qui me semble plus proche de mon cœur, qui me semble plus proche des valeurs humaines fondamentales, plutôt que de garder une direction qui les met de côté? C'est-à-dire que le dimanche, si je caricature le dimanche, je peux aller à la messe et dire que j'ai des valeurs, mais le lundi, je les range dans la poche et je bascule sur autre chose. Donc est-ce que je peux prendre une intention comme ça? Est-ce que je peux inventer dans mon entreprise des chemins qui sont différents? Ça veut dire quoi un chemin différent? Ça veut dire un exemple que je prends pour l'instant tout le temps, mais qui est très très fort, d'un de nos partenaires, leader mondial dans son domaine, qui un jour se retrouve avec un de ses concurrents directs qui perd son usine principale pour une inondation, et ce monsieur va aller voir son concurrent en lui disant « je veux vous aider à reconstruire votre usine ». Le concurrent va ouvrir les yeux en disant « incroyable, il vous suffit de rafler mes clients et puis je disparais et c'est fin de mon entreprise ». Et ce partenaire va lui dire non, 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 j'ai besoin d'avoir une concurrence parce que vous m'aidez à progresser, parce que vous m'aidez à continuer à inventer de nouvelles choses. Par contre, j'aimerais bien qu'on soit dans une concurrence saine, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se challenger de temps en temps, mais de cette manière-là. Et il lui dit, les seules choses que je vous demande si on fait ça, c'est êtes-vous d'accord ensuite qu'on travaille ensemble au développement de nouveaux produits, parce que vous avez des compétences que je n'ai pas, et êtes-vous d'accord quand on sera dans des compétitions internationales qu'on arrête de s'envoyer des coups bas et qu'on reste dans quelque chose de sain et de direct. Tout compris. Totalement tout compris. Et là, on est vraiment dans ce lieu, à la question de comment le bonheur rentre dans l'entreprise. Pour moi, le bonheur rentre à cet endroit-là dans l'entreprise. Parce que bien évidemment qu'un positionnement comme celui-ci provoque un changement qui est hallucinant. Hallucinant vers l'extérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dire, parmi mes parties prenantes, il y a des concurrents, et je me mets en lien avec ces concurrents pour leur donner quelque chose dont l'objet, c'est de leur permettre d'exister quand ils sont en difficulté. Et que ce don-là, il n'est pas altruiste au sens fermé et unilatéral. Ce don-là va me revenir en retour, parce que le partage va se mettre en place, et parce qu'on va pouvoir faire vivre quelque chose qui sera beaucoup plus proche de ce que c'est un être humain, à mon avis, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de rentrer dans le partage, plutôt que de rester dans les lieux les plus sombres de ce qui est aussi capable d'être un être humain, c'est-à-dire de rentrer dans des luttes, parfois les plus malsaines possibles. Oui, on parle de co-création. Complètement. Et puis le dernier lieu sur lequel on travaille nous dans l'entreprise, c'est finalement le lieu de l'intime, puisque le parti pris qu'on a fait, sans trop savoir qui de la poule ou de l'œuf, le parti pris qu'on a fait, c'est certainement le même que tu as évoqué au début de notre rencontre, c'est-à-dire de considérer que si vraiment on veut que les choses bougent, ben, il y a une nécessité à un travail sur soi, il y a une nécessité à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être humain, et comment je peux être humain au sens propre du terme. Comment est-ce que je peux me rendre compte des croyances qui me balisent le monde, et de voir que certaines de ces croyances ne sont pas justes, ne sont pas au bon endroit, ne sont pas adaptées. Par exemple, dans le monde du travail, il y a une croyance qui est très très forte, qui est sous-tendue par un paradigme anthropologique, qui semble dire que si l'homme a survécu, c'est parce qu'il a su combattre. On s'est redressé il y a des millions d'années. Pourquoi s'est-on redressé? Parce qu'il fallait voir dans la savane plus loin nos agresseurs,
mais se redressant, ça a dégagé notre cerveau, dégagé notre épaule, permis de lancer des cailloux, puis des flèches, puis des lances. Conclusion de tout ça, nous sommes des guerriers, très virils pour un manager. Nous sommes des guerriers, et c'est parce que nous sommes des guerriers que nous avons survécu. Si on regarde le monde de l'économie aujourd'hui, c'est ça. C'est ce paradigme-là qui est en place. Si tu veux survivre, il faut que tu sois numéro un, et pour être numéro un, il va falloir que tu détruises. Il va falloir que tu tues ton adversaire, parce que sinon, attention, il risque de prendre tes parts de marché. La seule chose intéressante, c'est que depuis un certain nombre d'années ou dizaines d'années, maintenant, il y a tout un autre courant anthropologique qui dit « mais quelle ânerie! Quelle ânerie !» Si on s'est redressé à cette époque-là, c'est certainement pas pour combattre, on n'était pas du tout en haut de la chaîne alimentaire à ce moment-là. Si on s'est redressé, c'est parce qu'on habite au bord de l'eau, principalement, que l'eau va nous permettre de se redresser parce qu'on n'était pas capable d'être sur les pattes arrière, notre système cardiaque ne permettait pas de maintenir un flux sanguin suffisant partout, surtout dans le cerveau, mais que de vivre au bord de l'eau, la pression de l'eau sur les jambes donne une pression suffisante pour pouvoir permettre cette station verticale. Que va permettre cette station verticale au bord de l'eau? Ramasser des coquillages. Alors certes, pour un manager, être un ramasseur de coquillages ou être un guerrier, en termes d'image, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu différent. Sauf que ce ramasseur de coquillages, il va se rendre compte d'une chose fondamentale, c'est que sa capacité de survie principale, elle ne réside pas dans sa capacité à ramasser des coquillages, elle réside dans sa capacité à avoir ce geste-là que je trouve magnifique, qui est d'aller donner. Et ces êtres humains vont survivre pas parce qu'ils combattent, ils vont survivre parce qu'ils comprennent que s'ils se mettent à partager et s'ils se mettent en lien les uns avec les autres, ils vont créer une structure qui sera plus forte, qui leur permettra de résister quand il y aura des agressions. Parce que ce que je suis en train de dire n'a rien d'angélique. L'objet n'est pas, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je ne suis pas allé au bout de ma pensée, mais l'objet de tout ça n'est pas de croire que tout peut devenir angélique, que tout le monde va être heureux, que tout le monde va être content. Je ne voudrais même pas de ça. L'être humain que je suis veut avoir la chance de vivre dans sa vie l'ensemble de l'éventail de ce qu'un être humain peut vivre, du plus chaleureux au plus joyeux jusqu'au plus triste et au plus dramatique, qui est très simplement caractérisé par le décès des proches. Et je veux pouvoir vivre l'ensemble de ces émotions-là et certainement pas utiliser une pratique, une technique ou un moyen pour tenter de restreindre ma vie à quelque chose qui n'apparaîtra jamais, que serait ce petit endroit dans lequel je suis bien de temps en temps. Ça serait illusoire, quoi. Ce serait illusoire et à mon avis sans intérêt, parce que ça continuerait de dire, cette pensée très binaire qu'on a en Occident, ça continuerait de dire que tous ces aspects plus sombres sont des aspects à rejeter, ce sont des aspects qui n'ont aucun intérêt, aucune utilité, aucun lieu d'apprentissage et sans intérêt. Alors que je reste intimement persuadé que ces aspects que je vais qualifier de sombres, et puis je me rends compte en même temps que je le dis que je les qualifie de sombres parce que je suis dans cette culture-là, qui du coup ne les voit que comme sur leur côté sombre, sinon je les appellerais peut-être autrement, mais que ces aspects-là, en fait je pourrais dire qu'il y a dans le regard que j'en ai aujourd'hui à travers la pleine conscience, un regard en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape qu'on vit tous. Alors cette étape n'est pas forcément chronologique et peut très bien se tourner en boucle, hein, c'est pas quelque chose de stable, mais la première étape c'est finalement quelque chose qui dit je ne veux pas les voir. Je sais que je suis sensible, je sais que je suis fragile, je sais que je suis vulnérable. Alors généralement je rajoute lâcheté parce qu'aujourd'hui sensibilité, fragilité, même les hommes peuvent l'entendre. Quand on commence à leur dire lâcheté, ça devient un peu plus amer. Mais donc je vais mettre lâcheté dedans volontairement. Je ne veux pas voir ces éléments, ça n'existe pas, je ne suis pas ça. Moi je suis un manager, en plus ancien pilote de chasse, donc il ne faut quand même pas pousser. Il n'y a pas tout ça chez moi. Première étape. Dramatique. Dramatique parce qu'elle va me faire courir après ce que j'ai fini par appeler ma cape de Superman, qui était quelque part mon point de départ tout à l'heure. Vous savez, moi j'étais sportif, ceinture noire de karaté, pilote de chasse, docteur de l'université anglaise, bing. Et en faisant ça, j'ai créé toutes les conditions de mon malheur, puisque maintenant que j'ai repoussé tout le reste, je vais être obligé toute ma vie de continuer de prouver de plus en plus que je continue d'être quelqu'un de plus en plus puissant. La deuxième étape, et là on est, ça fait partie de mes oppositions à certains styles de développement personnel, qui feraient croire que je ne suis pas parfait et que je peux acquérir des choses qui vont me rendre encore plus parfait, encore plus puissant. La deuxième étape, ce serait quelque chose qui ouvre la porte déjà, qui dit ok, je reconnais, je vois bien que dans cet endroit-là, là, il y a des choses qui ne sont pas faciles, quoi, hein. Il y a bien de la sensibilité, puis elle me rend la vie difficile. Il y a bien de la vulnérabilité, je me rends compte que je ne peux pas tout contrôler, que je ne suis pas super puissant. Et il y a bien des lâchetés. Et il faut que je fasse avec. Et la conclusion, c'est ça, de ce lieu-là, c'est ça. C'est il faut que je fasse avec. C'est déjà une première étape meilleure, faire mieux avec ce que je suis. C'est une étape qui me semble plus efficace, plus proche de la vie. C'est une étape qui me gêne encore un peu, même si je la ressens toujours chez moi, hein, mais elle me gêne encore un peu parce qu'elle porte des jugements très forts.
et elle finit par me maintenir dans des lieux de non-bonheur. C'est-à-dire quand je commence à me sentir mal, si je regarde à l'intérieur, je peux très bien voir que ces acceptations négatives-là, ce qu'elles sont en train de faire simplement, c'est de m'interdire le bonheur. Non, non, t'es lâche, toi. Arrête de dire que t'es puissant, arrête de dire que t'es courageux. Tu sais très bien que t'es lâche. Vous savez, ce sentiment d'imposture qui apparaît de temps en temps. Il me semble qu'il y a un troisième lieu qui rapproche plus du bonheur, c'est le moment où je vais accepter d'aimer ces endroits-là. De les aimer pas parce que c'est quelque chose de joli, de les aimer parce que c'est moi. Et parce que c'est moi, j'ai pas d'autre choix que ça. Et que si je continue à me faire du mal sous prétexte que je suis un être sensible, vulnérable, fragile et lâche, c'est-à-dire un être humain, parce que de ce côté-là, cet être humain, il est joyeux, fort, puissant, plein d'énergie, plein de connaissances, et que ces deux-là sont présents, si je peux aimer cette partie-là, je me donne une chance au bonheur, parce que je reconnais la vie, ce que j'évoquais tout à l'heure. Je reconnais la vie, c'est-à-dire un éventail de choses, dont le plus beau geste que je puisse faire, encore une fois, c'est d'ouvrir les bras et de dire « Venez, mes amis, venez, je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un de puissant, je vais pouvoir vous aimer et vous aider, et ça fait partie de mon bonheur. Et puis venez, mes amis, intérieurs comme extérieurs, je suis quelqu'un de fragile, je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un d'angoissé, et venez parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. » Et voilà, ce dernier lieu dans l'entreprise, puisque c'était ça la question de départ, il est quelque part dans cet endroit-là, et l'ancien combattant que je suis est persuadé d'une chose, c'est que finalement, si je deviens réellement puissant, si le mot de puissance avait une définition aujourd'hui, sans la construire directement devant la caméra, certainement que ça serait quelque chose qui accepte, reconnaît et aime cette combinaison très jolie, parce que très poétique, de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui est continuellement en oscillation, continuellement en train de tenter de s'adapter, faire ce qu'il peut pour que la vie soit au mieux, visant un bonheur particulier, et acceptant que dans ce bonheur-là, il y ait des tristesses qui puissent apparaître. Ce serait quoi ta définition du bonheur? Peut-être bien que c'est ma dernière phrase. Ma définition du bonheur, ça serait... Alors, je me souviens d'une petite vidéo de Robert Mirail, le philosophe français, où à cette question, parce qu'on lui a posé cette question, quelle était sa définition du bonheur, il avait à côté de lui une petite photo de sa maison, et il disait, voilà, ma définition du bonheur, c'est ma maison. Et quand la personne qui l'interviewe lui dit pourquoi, il dit, ben parce que finalement, quand je regarde ma vie, j'ai une vie plutôt jolie, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, j'ai fait un métier qui me plaît, j'ai trouvé du sens dans ce que je faisais, je suis dans des associations dans lesquelles je peux donner de mon temps, donner de mes connaissances, j'ai de la chance de pouvoir partager avec mes étudiants, j'ai de la chance de pouvoir éduquer, et tout ça m'a permis d'avoir cette maison. Et donc le bonheur est manifesté finalement par cette maison, qui est la représentation finale de cette chance que j'ai de pouvoir me mettre en lien avec les autres. Et donc ma définition du bonheur, elle serait à cet endroit-là. La chance que j'ai de pouvoir me mettre en lien avec les autres, qui me permet à un moment donné d'accéder à des lieux paisibles dans lesquels je vais pouvoir vivre toutes ces parties de vie qui des fois ne sont pas les plus agréables. D'accord. J'ai l'impression, depuis 5-6 ans, qu'on est en train de basculer sur un changement de paradigme. On en parlait tout à l'heure. Toi, j'imagine que tu le constates aussi à travers ton activité. Selon toi, c'est quoi ce changement de paradigme? On tend vers quoi? Vers plus de sens? Est-ce que c'est une société qui a envie d'avoir du sens? Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est ça. Alors, mon regard est un peu biaisé, pour le coup, puisque comme ça fait 3 ans que je suis dans cette chaire et que ça demande énormément de travail pour qu'elle fonctionne, et que nos 10 entreprises partenaires que je vois régulièrement sont des entreprises qui sont dans ce changement-là, qui disent clairement, nous ne croyons plus dans le modèle économique actuel. Et pour être clair aux gens qui m'écouteront, ce ne sont pas des entreprises, ce n'est pas des créatifs, hein, c'est du secteur industriel, du secteur de l'automobile, de l'énergie, de l'industrie high-tech. Donc ce sont vraiment des gens qui sont dans des métiers du dur, de l'industrie. Et ces gens disent pourtant le modèle économique sur lequel on est ne marchera pas. Et quand on les questionne sur qu'est-ce qui marchera, les premiers mots qui apparaissent, mais ce qui marchera, c'est qu'on reconnaisse les gens, qu'on les mette en sécurité, qu'on leur donne du sens, qu'on leur donne la possibilité de trouver de la joie dans ce qu'ils font, qu'on leur donne la possibilité de partager, qu'ils soient heureux de venir le matin parce qu'ils vont contribuer à quelque chose de collectif. Et je vais reprendre les mots aussi d'un de nos partenaires, et que le dirigeant que je suis considère son entreprise non pas comme un lieu dont le seul objet c'est de produire de la richesse financière, mais je vois, si je reprends ces mots, je vois ma propre entreprise comme une œuvre sociale, comme quelque chose qui clairement vient s'inscrire dans un environnement particulier, et dont l'objet est de participer à mettre de l'huile dans ces rouages-là avec ce que je peux apporter. Là où moi je rajoute, de la même manière que le corps médical contribue en apportant la santé, de la même manière que le corps juridique contribue en apportant la sécurité,
mais l'entreprise apporte la dimension économique qui va nous permettre d'améliorer nos besoins. L'endroit qui m'inquiète maintenant, ça c'est vraiment le bon côté sur lequel on va. L'endroit qui m'inquiète, c'est que la machine économique est toujours très 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 puissante, qu'elle véhicule toujours des croyances dont pendant longtemps je me disais c'est simplement inconscient. Aujourd'hui j'ai plus de mal à me dire que c'est simplement inconscient, qu'elle continue de véhiculer des croyances dont le seul projet c'est de créer de la richesse financière au profit de certains et pas au profit des autres. Et mon espoir ou mon combat finalement aujourd'hui il est celui-ci, c'est d'avoir créé celui-là qui est tout petit, qui fait ce qu'il peut dans son domaine, mais dont son objet de commencer à dire ben, on n'est pas d'accord. Nous on n'est pas d'accord et on lève la main, on a envie de dire autrement, autre chose. Et que si vraiment tous ces gens qui semblent nous dire non non mais l'être humain c'est pas ça, l'être humain c'est quelqu'un de dur qui au final finit toujours par rentrer en combat, ma réponse elle est de dire oui l'être humain est capable de ça. Mais c'est pas ça qui est le plus grand chez l'être humain. Ce qui est le plus grand chez l'être humain c'est quand il a compris que s'il veut accéder au bonheur, s'il veut accéder à la paix, ben ça va être un combat. Ça va lui demander un effort. J'entendais une réunion, il y a pas une émission pas très longtemps à la radio, donc je dis, j'ai plus le nom de la personne, mais je le cite simplement parce que ce que je vais dire ne vient pas de moi, mais je trouvais que ce que cette personne disait était très beau. C'était un prêtre qui parlait de la foi, et il disait en fait, mais vous savez, beaucoup de gens pensent que la foi, c'est de se mettre au milieu d'un pré et que les champignons vont vous tomber dessus. Eh bien c'est pas ça. Aller aux champignons, c'est accepter qu'il va falloir marcher, c'est accepter qu'il va falloir chercher, c'est peut-être accepter qu'il va falloir lire, et lire les bons livres, hein, ceux qui vont me permettre d'accéder à ces endroits-là, rencontrer les bonnes personnes, et faire effort pour rencontrer cette personne, faire effort sur moi pour pouvoir avancer sur certains endroits, pour enfin accéder à ce qui est le plus beau chez l'homme, c'est-à-dire ce lieu-là, sa capacité à se mettre en lien, sa capacité à être dans le don, sa capacité à recevoir, parce que notre culture nous a beaucoup dit il faut donner, mais a oublié de nous dire qu'il fallait recevoir, ce qui crée peut-être cette espèce de contrebalancier là, du dernier siècle qui est je veux maintenant absolument me nourrir parce que ça va bien me donner. Non, ce jeu il se fait dans les deux sens. Et cette recherche de champignons, elle est là, elle demande un effort. Et c'est là où l'être humain est le plus beau. Et c'est là où il va rencontrer son bonheur. Et que ce bonheur-là, il va le rencontrer pas dans ses possessions, ou certainement que ses possessions, pendant tout un temps, vont lui être utiles parce qu'elles vont le mettre en sécurité. Je peux très bien imaginer que quelqu'un qui est dans l'insécurité totale, si je lui disais, tu sais, posséder, ça n'apporte pas beaucoup de bonheur, ça serait un peu rude de dire ça. Mais imaginez quelqu'un qui est dans la difficulté, qui pendant un temps réussit justement à ce qu'il est capable de fournir à l'entreprise, c'est-à-dire d'apporter le partage économique suffisant pour qu'une majorité d'entre nous ne soit plus dans ce besoin-là et se retrouve en sécurité. Une fois que cette sécurité va être posée, de pouvoir amener ces gens-là à entendre que le bonheur, ils vont le trouver dans ces autres lieux de ce qu'est un être humain, plutôt que dans les plaisirs immédiats de la possession de quelque chose. Et ces autres lieux, je les ai déjà cités, c'est ma capacité de goûter, ma capacité de célébrer. Et célébrer voulant pas dire, je ne parle pas de religieux, je ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire. Célébrer voulant dire quelle chance d'avoir quelqu'un qui m'appelle et qui me dit je fais des films sur le bonheur, est-ce qu'on peut passer 2 heures ensemble pour parler du bonheur? Mais quel bonheur, merci beaucoup. Et la capacité de célébrer, elle va être là, ma capacité à dire merci, de provoquer un temps dans lequel on est deux personnes qui ne se connaissons pas et qui commençons à échanger des choses, qui font ce que font mieux les êtres humains, se rencontrer, partager. Et voilà à mon avis comment ces choses-là sont en train d'évoluer. Maintenant, ce qui m'est toujours difficile, dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'enseignement, celui-ci, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, mais l'enseignement scolaire, secondaire, primaire, maternel, c'est que la peur continue de dominer, en fait. C'est que la peur est tellement puissante. Et ça, c'est une de nos puissances maximales, c'est un de nos moteurs principaux. Ça enrichit. Ça donne une énergie incroyable. Sauf que cette énergie de peur, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je ne me sens pas en sécurité, je suis guidé par ma peur et je n'ai plus du tout de capacité de discernement. Et le premier discernement que je perds, c'est celui de mes rêves. Quand je vois les étudiants ici, le premier discernement qu'ils perdent, c'est leurs rêves. Il y a, dans les années 97-98, je crois, il y a eu une espèce de tempête médiatique sur le fait que dans les postes principaux que trouvaient des étudiants en sortant d'école de management, c'était du contrôle de gestion. Dans l'année qui a suivi, tous les étudiants s'étaient inscrits dans les matières de contrôle de gestion. Et on a eu un lot et un nombre de cours incroyables qui se sont fermés. Est-ce que tous les étudiants étaient potentiellement des contrôleurs de gestion qui allaient prendre plaisir et trouver du sens à faire ça? Bien sûr que non. La seule chose qui les avait guidés, c'était la peur.
et leur capacité de discernement de qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui me fait fleurir, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui m'enrichit, avait complètement disparu au seul profit de « oulala, si jamais je ne vais pas vers là, je ne vais pas survivre ». C'est clair. Est-ce qu'il y a une citation, quelque chose qui t'a toujours inspiré et qui continue de t'inspirer dans la vie de tous les jours? Ouais, il y en a une qui est là depuis très longtemps, elle est là tout le temps, elle n'est pas forcément dirigée sur le bonheur, quoique. C'est une citation d'André Gide, qui vient de son livre Les nourritures terrestres, et qui dit « Nulle connaissance ne m'est utile si elle n'est précédée d'une sensation ». Et cette citation-là, elle m'a guidé dans tout, elle m'a guidé dans mon parcours scolaire, dans mon parcours universitaire, elle m'a guidé pour la thèse. Le lieu de thèse, quand je dis à un moment donné non, non, je ne veux pas faire une thèse sur de la documentation académique, je veux vivre une expérience, je veux ressentir quelque chose, et ensuite je veux pouvoir écrire et partager ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu, parce qu'il me semble que la vie c'est ça, c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe là-dedans, ça ne doit être qu'une traduction de ce qui se passe à l'intérieur. Celle-ci m'a toujours guidé, et quand je dis quoique par rapport au bonheur, c'est que je pense qu'elle est le point de départ du bonheur. Le point de départ qui est la capacité à redonner de la force et de la célébration à mon corps, à ce que je vis, puisque je vis essentiellement à travers lui, à ce que je ressens, à cette sensibilité dont je parlais tout à l'heure, qu'elle soit sensorielle, qu'elle soit émotionnelle, à me redonner du courage, pour reprendre l'étymologie du mot courage qui vient du cœur, c'est-à-dire à me redonner ce courage-là, d'accepter que mon corps va donner toutes ces choses-là, et que finalement c'est peut-être bien un bon guide, et que ces sensations me sont nécessaires si un jour je veux accéder à une connaissance particulière. Malheureusement, on est nous dans un schéma qui s'est un peu inversé, qui a éteint la dimension corporelle, la dimension sensible, au profit d'une dimension uniquement intellectuelle, dont beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte à quel point elle peut nous emmener dans des dérives et dans des affres incroyables qui n'ont fiche trop rien à voir avec la réalité de la vie. Merci beaucoup Dominique. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.